Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans ton nouvel épisode de Arrête d'enfiler les perles, le podcast où il faut bouger, mais surtout à un moment donné où je viens casser des idées reçues et te donner des clés pour perdre du poids. Aujourd'hui, je discute avec un coach, un coach qui m'a énormément aidé de par son mindset et pourtant je l'ai juste croisé, mais j'ai trouvé que c'était une très belle personne et il avait un parcours un peu comme moi. Il a perdu 30 kilos et il a radicalement changé de vie. Et pour le coup, j'avais vraiment envie de discuter avec lui et de vous faire partager cette chose. Donc, aujourd'hui, je vous présente Bertrand Soulier lors de cette interview. On se rejoint juste après. Vous allez voir, c'est une mine d'informations. C'est un gars génial. Donc, let's go! Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien. Écoute, pleine forme, c'est la rentrée. Bah ouais, ça fait du bien là. Septembre arrive, c'est la rentrée. On va être en plein dans les bonnes résolutions et je pense que pour le coup, notre petite discussion va pouvoir en intéresser plus d'une. Euh, Déjà, juste pour commencer, est-ce que Bertrand, tu pourrais voilà te présenter un tout petit peu parce que bah moi, alors je te connais parce que je t'ai déjà rencontré une fois, mais pour le coup, peut-être que celles qui vont écouter ne te connaissent pas, donc n'hésite pas, parle-moi un peu de toi. Tu veux une version courte ou une version longue? Comme tu veux. Non, on va faire une version courte. J'ai 48 ans dans un mois. Ce qui est, si vous allez sur mon compte Instagram Bertrand Soulier, vous verrez que ça a une importance capitale pour ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour moi. J'ai été obèse il y a une dizaine d'années, en fait, grosso modo, à l'approche de la quarantaine. J'ai coutume de dire qu'en fait, moi, mon métier, c'est de faire du site internet. C'était mon métier, en fait. J'ai fait école de commerce et tout, mais j'ai vu le truc internet et j'ai passé la porte. Je fais du site internet depuis 96. Donc ça fait oh punaise, beaucoup trop longtemps. Je n'essaye pas de calculer, donc ça fera 30 ans quand je fêterai mes 50 ans, je ferai 30 ans de web aussi, donc ça fera un peu bizarre de dire ça. Et en fait, j'ai été dans le métro, boulot, dodo, où je dormais pas beaucoup, mais je travaillais beaucoup sur des sites pour des clients, pour une agence web et pour mes sites à moi, mes projets à moi. Pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand, j'avais par exemple cyberbonia.net, qui était un site d'actualité sur Clermont, qui était pendant 17 ans, que je faisais tout seul, qui, euh, qui a fait presque 100 000 visiteurs par mois à une époque, pour un site local, ce qui était assez important, mais qui demandait énormément de travail. J'étais considéré comme un journaliste, mais c'était pas mon métier principal. Parce qu'à côté de ça, je travaillais en agence et puis auprès au conseil régional. Et puis après, je suis devenu freelance, mais j'ai continué ce rythme toujours un peu particulier. Et ce qui fait qu'à une époque, je me suis retrouvé comme un gros hamster bien dodu, bien en chair. J'avais un blog qui s'appelait mon blog de mec. Et dans ce blog de mec, ma spécialité, c'était de tester les anti-cernes parce que j'étais fatigué, parce que j'ai des cernes très noires. Donc j'étais spécialisé en anti-cernes. Je connaissais toutes les marques d'anti-cernes. J'ai même été invité j'ai raconté ça à ma fille qui a 6 ans. Je lui racontais ça aux gens. Je disais, bah, tu sais, à une époque, on était invité à Paris par une marque pour tester leur anti-cerne, pour découvrir qui fabriquait les anti-cernes, comment ça marchait et tout. Et elle me dit, tu fais plus? Oui, je dis non, maintenant je dors. Euh, tu vois, c'est le changement de vie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je faisais 107 kilos. Donc, j'en ai perdu 27 quand même. J'ai mes chemises explosées. J'étais pas en bonne forme, mais en bonne santé. J'ai voir le médecin tous les mois. J'étais sous antidépresseurs aussi pendant 5 mois à l'époque pour des questions de problèmes de boulot. Donc voilà. Et à un moment, bah, j'ai décidé, enfin on a décidé, ou je sais pas si on a vraiment décidé avec ma femme, mais en tout cas, elle est allée voir une diététicienne. Et, euh, et je lui ai dit, bah écoute, je vais manger comme toi. Donc j'ai commencé à perdre un peu de poids. Puis je me suis remis au sport. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu coureur. Et puis je suis devenu podcasteur. Je suis devenu préparateur mental aussi, parce que je suis certifié en préparation mentale. Je suis certifié en nutrition aussi. J'ai enregistré des centaines d'épisodes sur le sport, sur le running, sur la course. J'ai fait 2 marathons, j'ai fait un 24 heures, j'ai fait du trail, j'ai fait du vélo, j'ai fait
Paris-Deauville en vélo l'an dernier. J'ai fait du bikepacking, 1400 km en 9 jours. Enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Qui fait qu'à 48 ans, je suis plus en forme qu'à 25, qu'à 40, qu'à je sais pas quel âge. Et que j'espère que ça va rester. Et que, en fait, c'est pas que j'espère. Non, c'est que je fais tout pour que ça soit le cas le plus longtemps possible. Pour rester jeune le plus longtemps possible. Euh, et je mets en place plein de choses autour de ça pour que ça fonctionne. Super. Alors c'est vrai que moi j'avais énormément envie de t'inviter parce que on a alors pas le même parcours, mais on va dire entre guillemets le départ, le même arrivée. Moi alors j'étais pas 107, j'étais à 101. J'étais légèrement en Mm. dessous, j'ai perdu 30 kilos en un an moi aussi. Et c'est vrai que j'ai longtemps écouté tes podcasts et je me reconnaissais beaucoup dans ton parcours et surtout dans un truc. Alors, et là, tu viens de m'en donner une nouvelle, mais le fait de décider de reprendre les choses en main. Et en plus, dans ton cas, toi, tu me disais voilà, que c'était vraiment une décision collective avec ta conjointe Mm. de remettre les choses en place pour pouvoir avancer. Et moi, je parle beaucoup d'environnement en disant que si l'environnement ne va pas, en fait, bah, pour pouvoir entamer les choses, ça va être un peu compliqué. Je sais pas, toi, Mm. ton point de vue là-dessus. Bah, tu sais, alors, c'est pas un truc scientifique, mais en développement personnel, tu entends souvent que tu es la 5 moyenne des personnes que tu côtoies le plus souvent. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bidon. Mais en fait, c'est pas bidon. C'est juste la réalité. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous oublions, c'est que nous sommes dans un système et que ce système, en fait, nous sommes un maillon du système et que comme nous en faisons partie, nous réagissons par rapport à notre système et que nous sommes dans notre système. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est il y a pas longtemps, je l'ai vu sur Netflix, un documentaire sur les zones bleues. Et dans le documentaire sur les zones bleues, sur la conclusion finale, il montre l'exemple de Singapour, il montre aussi l'exemple de ce qu'ils veulent faire dans des villes et autres. Et elle dit en fait, tu peux pas changer les hommes, mais tu peux changer l'environnement dans lequel sont les hommes. Et en fait, ça va changer les hommes. Les gens essayent de changer, mais n'arrivent pas à changer parce que si tu changes, si tu veux changer, j'ai envie de dire, c'est comme une rivière. T'as une rivière, t'as beaucoup de courant, et tous les trucs que tu fais, t'es sur ton bateau, et toi, tu vas te dire, pendant des années, je suis allé dans le sens du courant. Dans le sens du courant, c'était, là, j'ai un pot de Nutella, là, j'ai une pizza, là, il y a les soirs entre amis, là, il y a l'apéro, là, il y a le canapé, les séries Netflix, le travail et tout. Je suis sur ce bateau, tac, 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 et je rame, et je me laisse porter par le courant, et un jour, je me retrouve à 40 berges, gros hamster obèse. Ça, c'est mon truc. Et d'un coup, tu te dis, maintenant, je voudrais bien changer de truc. Et donc, c'est comme si tu faisais demi-tour avec ton bateau. Et tu dis, maintenant, je remonte le courant. Et sauf que le courant, lui, il change pas. Donc, tu comprends bien qu'à un moment donné, si t'as pas des gros bras, si t'as pas un gros cardio, si t'as pas une grosse détermination, si t'as pas la certitude que tu vas arriver au bout d'un moment, tu te dis, attends, mec, je me laisse couler, je pars dans l'autre sens, et tu tombes dans le foutu pour foutu. Donc, à un moment donné, tu vas pas essayer de remonter la rivière. Ou alors, putain, c'est vraiment, tu vois, mais je pense qu'il y a des gens qui ont, tu vois, un truc sur la motivation, sur la discipline et tout. Moi, je crois beaucoup, motivation, discipline, mais il y a un autre truc. Il y a un truc qui bloque. C'est-à-dire que tu peux mettre ça en place, que si tu as des résultats, que si tu vois que ça sert à quelque chose, que si tu sais que tu vas arriver quelque part, etc. Mais si t'es, tu vois, imagine, la rivière, c'est un fleuve, et derrière toi, tu as les chutes du Niagara. Et il te reste 10 mètres avant de tomber dans les chutes. Et tu rames, et tu te dis, franchement, ça sera une belle mort, quoi. Je me laisse tomber, tu vois. Je me laisse tomber, j'attends la retraite. Et puis, les médecins, ils trouveront bien une pilule pour que je retrouve un peu la forme, tu vois. Ouais, j'aurai des problèmes de santé, mais ça m'arrivera pas à moi, tu vois. Et tu sais, c'est la chute, tu sais pas où elle t'amène, en fait. Donc, c'est pas possible. Tu comprends bien. Et les fleuves, Niagara, moi, j'y suis allé quand j'avais 18 ans. Tu te rends compte, tu peux pas remonter. Maintenant, si tu considères que si tu arrivais à prendre une petite voie de côté, là, une petite bout de côté, et que tu te mets à ramer non pas contre le courant, mais sur une rivière qui est un petit peu différente. Elle t'amènerait ailleurs. Mais en fait, c'est ça ton environnement. C'est l'environnement, c'est les gens, et ben c'est autour de toi. Ce sont des gens qui sont là et tout. Alors, le gros problème, c'est que dans les gens qu'il faudrait changer, dans l'environnement, c'est les gens
Ça peut s'appeler un mari, une femme, des enfants, papa, maman. Ça peut s'appeler des collègues de boulot. Ça peut s'appeler plein de personnes comme ça. Et c'est compliqué d'en changer. Alors, je connais quand même des gens que j'ai eu dans ceux qui écoutent le podcast et tout, qui ont changé dans conjoint un jour, ou qui en se sont dit en fait, j'en ai marre de lutter dans un sens et que j'ai des gens dans l'autre sens qui font tout pour me descendre, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que ça met beaucoup en jeu des relations et que quand il y en a un qui fait un effort et que l'autre ne veut pas faire d'effort, secrètement, sans le dire, il y a une question d'amour de soi, d'amour de propre et tout, d'enfant intérieur, tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est très compliqué de changer les autres gens. Par contre, je me dis, si tu peux pas les changer, tu peux pas essayer de lutter. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui je décide de jeter les pots Nutella de la maison, tu vois, et que je demande à tout le monde de jeter les pots Nutella de la maison, et que tout le monde mange du Nutella et adore ça, et je dis non, moi aujourd'hui, on jette le pot Nutella, les gens vont me faire la gueule. Donc ça va pas marcher. Si par contre, tu arrives à te dire que tu arrives à changer quelque chose, et c'était pas le pot Nutella, c'était de changer différemment, manger quelque chose à côté, faire des variantes et tout, et que tu vois que les gens chez toi voient des résultats, ce que j'appelle, tu commences à avoir des petits résultats, tu deviens une lumière, une étincelle, tu commences à briller. Si tu commences à briller, les gens vont se dire, mais c'est bizarre, il y a un truc qui a changé chez toi. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas, tu t'es pas rendu compte, je mange plus de la brioche, pain de mie le matin, maintenant je mange ça, je commence à marcher un peu le matin, le week-end je fais ça, t'as pas remarqué tout ça? Bah si, bah regarde, c'est le résultat. Ah, c'est sympa. Bah ouais, on pourrait le faire ensemble peut-être. Et il y a des gens chez qui ça marche. Ce genre de choses marche, fonctionne. Et puis, il y a notre truc aussi, c'est que dans ton environnement, ce que tu peux changer, c'est de te dire, je vais rejoindre par exemple un club de marche, un club d'athlétisme, un coach. Parce que quand tu es toute seule ou tout seul dans ton coin, t'as que des gens qui te ressemblent. Donc tu fais comme les autres gens qui te ressemblent. Si tu rajoutes dans les 5 personnes que tu côtoies le plus, et un coach en fait partie, mais ça peut être un psy, hein. je, je peux te dire n'importe quel métier. Quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui discute, une communauté. Mais ça peut être des comptes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Instagram, au lieu de suivre tous les comptes cuisine, tu te mets à suivre tous les comptes de gens qui courent. Tout d'un coup, tu vas te rendre compte en fait que tu as des gens qui ont un mode de fonctionnement qui est différent de ce que tu avais toi, avec lesquels tu peux discuter et échanger. Et tout d'un coup, la normalité que tu avais jusqu'à maintenant va te sembler pouvoir la modifier pour avoir une nouvelle normalité que d'autres personnes ont. C'est ce qui s'est passé moi quand j'ai rejoint un club d'athlétisme. Moi, je courais dans mon coin. Au moment de préparer mon marathon, je rejoins un club. Mais je me dis, attends, j'envoie un mail au mec, au président, je dis bonjour, je suis un vieux, je suis vieux, donc j'ai bientôt 40 ans. Je commence la course, je veux faire ça et tout. Est-ce que vous prenez les vieux comme moi qui n'ont jamais couru et tout? Et le gars me dit, tu seras pas le plus vieux et on prend tous les niveaux et tu seras pas le plus lent. Alors, tu vois, moi j'arrive coureur lent. Vous prenez ou pas? Et tout. Et effectivement, j'ai croisé des gens qui courent vite, d'autres qui courent lentement. J'étais impressionné par un gars qui a 63 berges, qui faisait un Ironman ou deux par an, tu vois, et tout, qui était impressionnant et qui est main dans les poches. Je dis, oh, aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Et puis qui commence à faire des tours de piste. Comme ça, tu prépares quoi? On va un Ironman, j'y vais tranquille, hein. D'accord, mon gars. Ok, marathon 3 heures. Allez, c'est. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu dis, bah attends, moi j'ai 40 ans, je me sentais vieux dans mon corps, et puis il y a ce mec de 63 berges qui court presque 2 fois plus vite que moi. Donc c'est à dire que c'est pas l'âge, c'est pas, il y a autre chose. Et puis je vois cette femme qui court là et tout, bah elle a pas l'air comme ça, mais n'empêche qu'elle fait un marathon, et bah pourtant elle a pas l'air, j'aurais pas cru. Et puis t'as un entraîneur, et puis t'as d'autres personnes, puis t'as des gens qui disent, ah bah nous ce week-end on va faire une course à tel endroit. Ah bon? Ah, c'est possible, d'accord et tout. Et donc en fait, ton environnement, tu peux le changer petit à petit. C'est sûr que dans l'environnement, tu auras toujours des personnes, tu pourras difficilement, tu pourras essayer de les influencer. Il y a des personnes, tu pourras pas les changer. Mais il y a des personnes, tu n'es pas obligé de les côtoyer tout le temps. Par exemple, moi, je connais des gens qui voient plus leurs amis. Mais en fait, ils les voient plus. Pourquoi? C'est parce qu'ils les aiment pas. C'est juste en fait que ils les voient moins. En fait, ils vont les voir un peu moins, mais ils vont en profiter. Mais il y a d'autres jours, ils se sont dit, bah non, moi j'ai envie d'aller faire une course, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de préparer ça, j'ai envie de faire autrement. Et je suis pas obligé d'aller les voir tous les samedis pour me prendre une murge avec eux, pour prendre et tout. Et donc en fait, c'est la modification petit à petit de l'environnement dans lequel tu es qui va t'aider à te changer toi. Mais si toi, tu essayes de lutter contre la rivière,
moi, je dis que tu te retrouves dans les chutes du Niagara un jour ou l'autre parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, tu peux pas changer. Donc, ma vision, elle est là-dedans. Après, je dis pas que c'est facile. Et, euh, et je sais que par exemple dans les relations familiales c'est très compliqué. Tu vois, moi à chaque repas de famille je m'engueule avec ma mère. Ouais, c'est pas possible quoi. Encore là, tu vois, on est parti en vacances ensemble. Il y a des trucs, je dis mais elle me dit des remarques là-dessus. Tout. Je dis, arrête. Elle me dit mais tu sais moi ce que je mange le matin c'est très bien. Et puis un quart d'heure plus tard elle a pas mal au ventre. Ben non c'est pas bien puisque sinon t'aurais pas mal au ventre tous les matins si ce que tu mangeais tous les matins au petit déjeuner était bien. Donc à un moment donné, elle a 74 ans, je vais pas essayer de la changer. Tu vois, 75, c'est terminé. Donc je vais pas me battre avec elle. Mais par contre, je vais pas non plus à mon âge me dire je suis pas obligé de à chaque fois accepter tout ça et que ben au lieu d'y aller toutes les semaines, je vais y aller manger qu'une fois toutes les 2 semaines et puis que ça n'empêche pas qu'on puisse se voir à tout côté, tu vois, des trucs comme ça. C'est ça changer l'environnement. Tu changes pas les personnes, mais tu peux changer comment tu côtoies les personnes. Et moi je le vois comme ça en fait. Ça veut pas dire que ce soit facile. Ça veut dire que de toute façon, il faut changer quelque chose. Mais comme disait Einstein, si tu fais toujours la même chose, ben, tu auras toujours le même résultat. Donc, tu es totalement fou de penser qu'en faisant toujours la même chose, tu auras un résultat différent. Donc, à un moment donné, tu peux pas changer les autres, mais tu peux essayer de changer l'environnement, les gens que tu côtoies et la manière de les côtoyer et la manière dont toi aussi tu peux jouer avec l'environnement. Et c'est le dernier point, c'est de dire que c'est pas parce que tout le monde prend une voiture pour faire 500 mètres que toi, tu n'as pas le droit de prendre tes pieds pour faire 500 mètres. Je vois ce matin, j'ai amené ma fille à l'école. Je vois des gens, je vois la voisine qui amène son fils à l'école en bagnole. On a mis 2 minutes, on met 2 minutes 40 pour amener ma fille à l'école. 2 minutes 40. Je suis sûr que cette dame, elle met plus de temps à descendre, à monter dans sa voiture, à faire tout le tour du quartier et tout, à se garer, qu'à rentrer chez elle, alors que nous, on a déjà fait les retours. Mais je peux pas la changer. Je vais pas lui dire, attends, tu devrais faire ça. Non. Mais par contre, je suis pas obligé, quand elle me dit, je peux vous monter si vous voulez. Non, non, on finit à pied, hein, on est à 100 mètres. Tu vois, c'est ça l'environnement. Propose-lui peut-être d'amener son enfant à l'école avec ta fille, ça sera fait. Comme ça, en plus, ça gagnera du temps. Ouais, mais après, tu sais, elle va me trouver une excuse à dire oui, mais après, je vais faire mes courses, moi, après, je vais faire ça et tout. Puis elle le fait 4 fois par jour en plus, ce truc. C'est-à-dire elle va chercher à manger à midi, tu sais, elle ramène. Bon, c'est-à-dire que les allers-retours, elle fait ça et tout. Mais en fait, c'est pas la seule. C'est-à-dire que j'ai un autre voisin qui fait ça. Hier, ma femme, elle me dit, ah bah tiens, sa voiture n'a pas bougé. Je dis, bah c'est bizarre pourtant, il y a eu la rentrée scolaire, d'habitude, il amène son fils à l'école en voiture. Et, et encore plus près, lui, tu vois. Et c'est encore plus long, tu vois, de faire le détour et tout. Mais peut-être qu'avec la circulation qui a changé, il s'est rendu compte que ça devenait compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que, toi, mon invité précédent, là, j'ai invité dans un podcast, alors j'ai enregistré, il me disait que lui, ce qui énervait, c'est les trottinettes électriques sur des gamins de 7 ans qui sont en trottinettes électriques. Oh Ouais. punaise, que ça me gave aussi, mais ça me gave. Mais je vais pas aller lutter contre tous les gamins en trottinette électrique le long de la route. Ah non, mais là, C'est à un moment donné, l'environnement, c'est il y a des parents qui leur fournissent une trottinette électrique et qui disent, bah écoute, je pense que c'est une bonne idée que tu sois en trottinette électrique. Pour ma fille, je lui ai déjà prévenu, c'est pas une bonne idée. Elle le sait. Elle le sait, voilà, ça fait partie, mais son environnement à elle, je dis souvent à ma fille, je lui dis, tu sais, ma fille, il y a un truc, c'est que si tu étais née 10 ans plus tôt, t'aurais mangé différemment, t'aurais fait tas de choses différemment, mais alors vraiment, t'aurais pas vu un papa qui va faire un marathon, t'aurais pas vu, tu serais pas allé courir avec papa et maman ce week-end et tout. Voilà, peut-être que tu peux trouver qu'on est pénible avec certaines règles alimentaires, mais son environnement à elle, c'est nous. Et donc, c'est aussi comme ça que on se dit, tu vois, quand on est parent aussi, on se dit, bah, on va essayer de leur fournir le meilleur environnement possible. Et donc, le meilleur environnement possible, c'est pas fais un truc et moi je fais l'inverse. Tu vois, je te dis de faire ça et puis je fais l'inverse. C'est on dit de se coucher tôt, mais on se couche tôt. L'autre jour, ma fille m'a vu me coucher à 10 heures. Tu vois, enfin, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était couchée depuis longtemps. Elle n'arrivait pas à dormir. Bah, à un moment donné, elle me dit, mais tu te couches tôt? Je dis, bah oui, mais il faut que je dorme, donc je vais me coucher tôt. ça fait partie de la base et j'ai envie de dire, ce que tu transmets à tes enfants, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir transmettre aussi, et ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment un cercle vertueux. Toi, comme tu l'as dit, moi, le déclencheur que j'ai eu quand j'ai décidé de changer ma vie, ça a été l'arrêt du tabac. Moi, ça a été un des Mm. premières choses. C'était j'arrête de fumer. J'étais à un paquet de fleurs du pays par jour, donc gros fumeur. Je travaillais nuit en tant qu'aide-soignant et autres. Et là, en fait, je me suis dit non, là, c'est plus possible. J'ai jeté mon paquet de clopes.
J'ai dit, par contre, je veux surtout pas perdre de poids. Du coup, je vais basculer sur le sport. Et je me rappelle, ça tombait pile poil en même temps que mon père, qui était diabétique, on lui coupait un autre orteil encore. Donc, je me suis dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose parce que Mm. le prochain sur la liste, c'est moi. Toi, ça a été quoi ton déclencheur? Tu t'es dit, faut que je change, là, c'est pas possible. Bah, tu vois, le truc, c'est que j'ai pas eu vraiment de déclencheur aussi net que ça, en fait. Et je sais que on dit souvent qu'il faut être au fond du trou ou voir le fond du trou pour rebondir et tout. Et tu vois, quand tu es au fond de l'eau, tu donnes un appui, ça remonte. Moi, je te l'ai dit, j'ai eu une situation où j'étais harcèlement au boulot, antidépresseur. J'étais arrêté 5 mois en arrêt maladie, j'étais sous antidépresseur et tout. Et derrière, après, j'ai passé des années, enfin, tu vois, du temps à essayer de trouver un équilibre. J'ai vécu, par exemple, des époques où je vivais sans réveil, puis des époques où je vivais avec réveil et tout. Quand j'étais en arrêt maladie, j'avais pas le droit de sortir la journée. Tu vois, donc je pouvais pas faire de sport, marcher ou quoi que ce soit. Donc la sédentarité, elle est plus. Tu vois, t'as des heures de sortie, mais entre 9h et 17h qui sont ton temps de travail, t'as un mec qui peut taper à la porte et qui peut te contrôler et tu dois être là. T'as juste entre midi et 2 où t'avais pas le droit d'être là, tu vois. Et le reste du temps, tu devais être là. Donc ça, tu vois, il y avait une limitation, je veux dire. Donc c'est pas le moment où j'étais en arrêt de travail que ça m'a fait bouger quelque chose ou quoi que ce soit. C'est pour certains, c'est les enfants. Moi, quand ma fille est née, on était déjà quand même, tu vois, on avait fait pas mal de choses. J'avais déjà perdu du poids, donc la démarche était déjà engagée. Je crois qu'il y a un truc quand même, c'est que vers la quarantaine, je me suis quand même rendu compte que j'étais quand même bien empâté, tu vois, mais très clairement empâté, et que tu vois, j'avais essayé de courir une fois, j'avais essayé de reprendre la course à pied, j'avais abandonné, ça avait été l'horreur. Euh, j'avais mes chemises fermaient pas, tu vois, comme je voulais, tu vois, j'avais une chemise que j'aimais bien, je pouvais plus la fermer. J'étais, tu vois, je me sentais pas super bien, mais tu vois, par exemple, j'avais commencé à refaire du vélo pour aller au travail. J'ai commencé à marcher plus, tu vois. Même avant d'être en arrêt maladie, j'ai commencé à refaire du vélo, j'ai commencé à marcher. Tu vois, j'ai commencé à mettre en place des petits trucs comme ça qui étaient liés au poids, en me disant, ben, si j'arrive un petit peu tu vois, monter les escaliers, enfin des trucs comme ça. Et c'était plus une prise de conscience que quand je me regardais dans la glace, j'avais l'air triste en fait. Tu vois, c'est ce truc de dire, t'as bientôt 40 ans, mais t'as l'air triste. Et c'est pas même pas une crise de la quarantaine en fait en soi, parce que tu vois, c'est même pas l'âge qui m'inquiétait. C'est juste, j'étais gros et triste, tu vois, et tout. Et à un moment donné, je me suis dit ça peut pas durer, mais j'ai pas le déclic, tu vois, de dire. J'ai eu un invité dans le podcast, tu vois, il me disait, lui, il faisait 30 apnées du sommeil par nuit. Tu vois, tu te rends compte, dans une nuit, toutes les 5 minutes, il est en apnée du sommeil. Donc à 30 ans. Et lui, quand on lui dit ça, il y a un déclic. Je change. Bah moi, j'ai pas ce truc. Tu vois, j'ai pas ce truc. J'ai par contre une prise de conscience à un moment donné de dire j'ai envie qu'il y ait un truc qui change et ça va changer. Et c'est passé par l'alimentation. Et il y a eu un déclic quand même parce que ma femme, on était allé voir elle était allée voir une nutritionniste et qui lui a dit faudrait peut-être arrêter de manger comme une étudiante, madame, un truc dans le genre là. Et là, par contre, quand elle revient et qu'on commence à changer un peu, cette phrase-là, on garde vraiment, tu vois, on l'a vraiment en tête, tu vois, sur ce truc-là, en disant, ouais, il y a peut-être un truc à changer là, quand même. Ouais. Et pourquoi la course à pied alors? Ça, c'est une chose, souvent, les gens s'y mettent, parce que bah, c'est facile, c'est pratique Mm. d'accès, il y a plein de choses comme ça. Moi, je sais que quand j'ai attaqué la boxe, on m'avait fait de la course à pied. Mon souvenir de course à pied, moi, ça a été tourné autour du ring. J'ai fait 5 minutes, je me suis écroulé au sol. Mm. Ça a été ma première séance. Et le lendemain, j'ai fait 7 minutes, je me suis écroulé au sol et ainsi de suite. Donc, la course à pied a pas été mon ami au départ, bien loin de là. Et là, je m'y suis remis il y a vraiment que quelques mois. Toi, pourquoi la course à pied? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Et par où t'es passé par rapport à ça? Alors moi, j'ai pas commencé par la course. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir, j'ai trouvé ça horrible. Et comme tout le monde, je donne une anecdote que je donne souvent et qu'on peut écouter dans les épisodes de Kilomètre 42. Cécile Bertin, qui est une Auvergnate. Cécile Bertin, pour ceux qui la connaissent pas, les journalistes et tout, elle est, alors maintenant, elle fait l'assistante de Casquette Verte pour ceux qui suivent un peu le trail et tout, qui fait partie des trailers
qui sont très connus. Mais Cécile Bertin était la première femme à faire 7 marathons sur les 7 continents, un marathon par continent dans la même année. Elle était la première à faire la course, la Lyon-Saint-Élion, c'est-à-dire l'aller-retour. Il y a la Saint-Élion chaque année et la course n'existait pas. Et donc, il y avait la Saint-Élion et un jour, ils ont eu l'idée de faire la Lyon, d'aller à Saint-Étienne à pied et puis de revenir ensuite par le biais de la course. Elle était la première femme à faire ça. Donc, tu vois, elle a des trucs comme ça. Et Cécile Bertin, pourtant, elle avait des problèmes de dos, elle a été dispensée de course quand elle était jeune. Et la première fois qu'elle a voulu courir, elle est arrivée, pensait qu'elle allait courir des heures, elle est arrivée au bout du chemin, elle était morte. Elle en pouvait plus. Et donc, elle a écouté une demi-chanson et chaque jour, elle écoutait une chanson de plus de l'album pour essayer d'aller courir de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que même des gens que tu vois qui ont couru des années, qui ont des parcours de course hallucinants, il y a un moment donné, ils ont commencé, ça a brûlé, ça a été compliqué, c'était dur. Moi, j'ai voulu commencer à une époque et j'ai une anecdote, je me rappelle, parce que quand j'ai voulu courir la première fois, j'avais acheté un iPod à l'époque, tu vois. Et mes collègues de boulot m'avaient offert, je partais de changer de travail, et j'avais eu le Nike Plus, tu sais, le truc qui se branchait sur l'iPod. On avait un capteur qui se mettait sur la chaussure, et ça rentrait après les données, tu vois, ça suivait. C'était à l'époque, et le capteur, il se mettait dans les chaussures, Nike vendait des godasses, etc., tu vois. Et moi, j'avais ça, et donc je vais courir l'été au bord de la plage, à Gruissan, tu vois, au bord de la mer, et à un moment donné, j'avais un truc qui s'appelait J-Walk, qui existe encore, tu sais, c'est des bandes audio avec du guidage audio en disant freinez, accélérez, ralentissez. Et je vois qu'il dit accélérer et je dis ta gueule. Et je lui dis mais vraiment tu sais, j'étais dans l'iPod et je dis mais ta gueule et tout. Alors que la situation était idyllique, tu vois, tu cours au bord de la mer, dans le sable et tout. Mais ta gueule quoi. Mais ferme ta gueule quoi. Tu vois, l'iPod coûte trop cher pour que je le jette à l'eau, mais dans le sentiment c'est ça. Et donc j'avais arrêté de courir. Et là vraiment, tu vois, à ce moment-là, je me dis bon, c'est la course, c'est pas trop pour moi. Mais j'avais du poids, tu vois. Alors, ce qui s'est passé. Par quoi j'ai commencé, c'est que quand j'ai commencé à perdre du poids, tu vois, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je bouge un petit peu plus. Donc j'ai commencé à marcher, tu vois, de descendre du bus plutôt pour aller marcher pour le travail. Après j'ai commencé à prendre mon vélo pour aller, tu vois, j'ai acheté un vélo. À l'époque c'était la mode du fixie, j'ai envie de faire du fixie, donc j'ai acheté un fixie. Et donc j'allais au boulot en fixie. Quand j'allais en bus, tu vois, je descendais du bus, genre à Clermont, tu vois, je descendais place de Jaude, j'allais à Chamalières. Tu vois, et au lieu de prendre le bus, la correspondance, j'allais à pied, donc je marchais 20 minutes, 25 minutes, et des fois, dans une journée, je pouvais marcher 2 heures presque, en faisant ces espèces de trucs, sans m'en rendre compte. Sauf qu'à l'époque, je savais pas tous les bénéfices de ça. Moi, je connaissais pas les bénéfices de ça. Et puis, ensuite, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser un peu au truc, et en me disant, je sens quand même qu'il faudrait que je fasse un peu de sport et tout, j'ai commencé à m'intéresser à un truc qui s'appelle les 7 minutes de sport. Tu sais, c'est le programme de 7 minutes. Et alors, les 7 minutes, c'est pareil, c'était en vacances. Et je me revois dans le salon de la maison de vacances et tout. Et je fais 7 minutes. Enfin, 7 minutes. J'ai fait 3 minutes. Au bout de 3 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. J'en pouvais plus. J'étais rouge, j'en pouvais plus et tout. Oh, je dis putain, mais c'est pas possible, quoi. J'ai un physique, mais vraiment de merde, tu vois, c'est vraiment pas possible. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à recourir un petit peu, tu vois, un petit peu de temps en temps, essayer de faire un petit programme. À l'époque, une application qui s'appelait Smiles Run, qui s'est faite par Karine Le Marchand, t'as qu'à voir le truc. Et qui avait un peu d'alternance course-marche, tu vois, des trucs comme ça. Et en même temps, j'ai pris la décision de me renseigner pour m'inscrire sur des trucs qui soient un peu dans l'optique des 7 minutes. Et tu vois, j'ai découvert il y a des trucs qui s'appelaient le HIIT, découvert des trucs comme ça. Moi, dans mon idée, je m'étais dit, je vais m'inscrire à la piscine parce que tout le monde dit la piscine, ça muscle le corps. Et tu vois, les nageurs, les mecs, tac, des punaises et tout. Bon, il n'y a pas de truc, hein. La piscine ne muscle pas en soi que soi, mais ça fait travailler le cardio. Oui, ça va te renforcer le truc, mais c'est pas le simple fait d'aller nager qui va faire ça. Mais je me suis inscrit dans une association où il y avait piscine, et en même temps, j'ai regardé les autres sports. Il y avait du 8, donc je me suis inscrit au 8, et je me suis inscrit aussi à un truc qui s'appelait le fitboxing. Le fitboxing, c'est on va dire du grosso modo du 8, mais avec en plus pied-point sur un truc, un punching ball qui se gonfle et tout. Et le coach Robert, alors là, Robert, quand je vois Robert avec ses gros muscles et tout, je me dis putain, Robert, il doit avoir 50 berges, putain, il a un physique de colosse. Et puis tu sais qu'il nous faisait dérouiller quand même, hein. Et donc moi, tu sais, j'étais un très mauvais élève. J'étais un cancre à l'école. Sincèrement, heureusement que j'avais une tête qui fonctionnait à peu près, j'ai de la mémoire. Parce que moi, à l'école, je faisais pas mes devoirs. En CE2, j'apprenais déjà pas mes devoirs, tu vois. Donc, t'as qu'à avoir le bordel du truc. Sauf que là, j'y suis allé en mode bon élève. Je me mets au premier rang.
il y a Robert qui est face à moi et tout. Et à tous les cours, je vais discuter. Comment je peux progresser? Qu'est-ce que je dois faire et tout. Je lui explique. Je commence à mettre, tu vois, les 7 minutes, je les fais tous les jours. Je lui explique mes routines, je lui fais ça. Il me dit, ouais, c'est bien et tout. Et puis, il me dit, tu sais, nous, ici, ce qu'on fait, c'est la remise en forme. Il me dit, on fait travailler le cardio, on fait monter le cardio haut, le cardio bas, tu fais les muscles, ça t'apprend à te défendre, ça te fait taper, ça te défoule et tout. Ça, c'est de la remise en forme. Il dit, mais est-ce que tu vois que la remise en forme, elle a un impact sur ta vie? Je dis, comment? Bah, il dit, je sais pas, tu te sens mieux, tu vas mieux, tout. Je dis, bah, je perds un peu de poids, mais bon. Il me dit, tu cours? Oui, je cours un peu. Il me dit, t'as couru récemment? Je dis, bah non, j'ai pas couru depuis l'été. Il me dit, bah va recourir pour voir ce qui se passe. Ok, Robert. Robert, gros muscle. Je contrarie pas Robert. Je vais courir sur les hauteurs de Cournon, là, au-dessus de la maison. Et ce jour-là, la montée qui me semblait tellement fatigante pendant l'été, que j'arrivais pas à faire, j'étais épuisé, je l'ai passé, mais alors super facilement. Je me suis rendu compte, en fait, que sans avoir couru, je courais à peu près 3 km/h plus vite, voire 4 km/h plus vite, que quand j'essayais de courir pendant l'été. Donc, c'est-à-dire que entre le mois d'août où je finis mon programme, tu vois, septembre, début septembre, je fais septembre, octobre, novembre, HIIT, field boxing, etc. Le 6 décembre, je vais courir. Je reviens après. Je dis, c'est pas possible, je vais voir Robert et tout. Je dis, mais c'est incroyable le truc. Il me dit, ouais, il me dit, attends, ton cardio, t'as vu comment on l'a fait fonctionner avec le HIIT, t'as vu comme il est monté, t'as fait des squats, t'as fait ça, ton corps, il fonctionne vachement plus. Et je dis, maintenant, je fais quoi? Tu fais ce que tu veux. Continue, quoi. Et là, je me suis dit, quand même, faut que je persévère. Donc, je me suis dit, ouais, je vais commencer à courir une fois de temps en temps, tu vois, genre le dimanche. Et puis, il y a un trail qui est organisé autour pas loin de la maison, 13 kilomètres. Et je me dis, bah, tiens, l'an dernier, j'avais vu, je vais m'inscrire à ce trail-là. La veille, alors, je me dis, si je m'inscris à ce trail, il faut que je me prépare. Donc, ça m'a forcé à aller courir. La veille, j'étais pas certain, tu vois, je suis allé acheter des baskets de trail, j'ai acheté des chaussettes, j'ai acheté le truc pour mettre de l'eau. je pars à l'aventure, hein, 13 bornes et tout, je pars à la grande aventure, ça va être 200 balles de matos. ça va être alors j'ai pas les moyens pour mettre 200 balles de matos, tu vois, mais un peu dans l'esprit. Je prends un short de trail, tu vois, je prends un t-shirt, je prends la veste et tout. Puis alors, moi, j'étais vraiment pas sûr. J'ai dit, putain, je vais jamais le faire et tout. Et j'ai une ancienne collègue de boulot qui me suit sur Instagram, me dit, bah écoute, elle me dit, si t'y vas, j'y vais. Elle me dit, je t'accompagne pour ton premier trail et tout, tu verras, comme ça, on fera ça ensemble, etc. Je dis, ok. La veille, je vais chercher mon dossard. Je dis, comment ça se passe si je finis pas la course? Je dis, parce que moi, la course, elle passe devant la porte. Et donc, si je suis fatigué, je peux laisser mon dossard devant la porte, je rentre chez moi dormir. Mais si, ça va bien se passer. Je dis, mais j'ai jamais couru 13 km. Le maximum que j'ai fait, c'est 8. J'ai jamais fait ça, moi, et tout. Il dit, mais si, ça va bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. J'ai rejoint mon ancienne collègue. Je lui dis que ça se passe comment? Elle me dit, les mecs, ils vont partir à fond. Elle dit, nous, on se cale sur 9 km/h en moyenne. Elle me dit, moi, c'est ce que je fais sur tous les trails. On laisse partir à fond. Dans la montée, de toute façon, tout le monde va marcher. Et on a fait ça. Hop, tu vois, et tout. Et je suis arrivé au bout. Mais heureux, tu vois, les endorphines. J'ai découvert un truc. Et là, je dis, quand même, faut que je recommence. Et donc, à partir de là, par contre, je m'étais rendu compte que le fait de me placer des objectifs de course me motivait, en fait, à m'entraîner. Parce que sinon, j'avais aucune raison d'aller courir. Donc, j'ai fait un programme. Je me suis dit, ah ben, je vais faire ça, une course, je vais faire une autre course, je vais faire une autre course, je vais faire une autre course. Et l'année après, j'ai fait un autre programme de course. Et puis, un autre programme. Et là, tu vois, c'est là où il y a une grosse bascule quand même qui s'est passée. C'est que, en 2017, tu vois, j'avais 41 ans, avril 2017, ouais, dans ce zone-là. Je me dis, je faisais la vidéo tous les jours. Tous les jours, je faisais une petite vidéo, je mettais sur Internet et tout. Et donc, on était en vacances, encore à Gruissant, tu vois, même endroit. Et je vais courir. Il y a une tour qui s'appelle Tour de Barberousse. Je la monte en courant. Je dis, oh! Là-haut, je fais des photos. Je redescends. Puis je me dis, ah, j'ai pas bien fait ma vidéo du jour. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je commence à faire une vidéo. J'ai une idée dans la tête. Je dis, bon, maintenant que je cours un peu, j'ai vu un peu ce que font les autres. Tu vois, je commence un peu à suivre. Je dis, j'ai une petite idée dans ma tête. Je dis, et si pour fêter mes 42 ans, je faisais comme les autres, je courais un marathon pour mes 42 ans. Ouais, à l'époque, tu vois, je fais 2017, je dis ça, j'ai 42 ans en 2018, tu vois. Je me dis, j'ai un peu le temps, tu vois. Je fais la vidéo, personne s'en occupe, les gens n'ont rien à faire. Et ce jour-là, il y a eu comme un truc, c'est qu'il y a le marathon de Paris, tu vois, qui s'était couru le matin, j'en ai regardé un bout à la télé. Et un an après,
on fait tout le boucle. Marathon de Paris, je rallume la télé et je me dis, mais au fait, t'as pas couru. Enfin, tu t'es engagé sur un truc, tu l'as pas fait. Et ce jour-là, je regarde le marathon de Paris, je regarde la liste des marathons et je me rends compte que à quelque chose près de mes 42 ans, il y a le marathon de Lyon. Donc je me dis, je vais m'inscrire au marathon de Lyon. Voilà, ce sera mon truc. M'inscrire au marathon de Lyon, 8 octobre. Hop, ça fait 42, quelque chose par rapport à l'anniversaire. Puis je m'inscris et on va voir comment je prépare ça. Et là, après, j'ai mis le doigt dans un engrenage, mais l'engrenage, il a failli se gripper parce que, en fait, le marathon de Lyon, je l'ai jamais fait. Je me suis blessé 15 jours avant, donc j'ai jamais fait ce marathon-là. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé, en fait. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai commencé à courir beaucoup plus. C'est que là, dans la blessure, j'ai appris tellement de choses que ça a tout forgé, en fait, quasiment tout forgé ma manière de courir maintenant, à quelque chose près. C'est un bon partage et je suis d'accord avec toi. Des fois, c'est les blessures qui nous sauvent le plus. Mm. Moi, pour le coup, je m'entraînais peut-être trop à l'époque. Pour me préparer sur les combats en boxe, c'était des gros volumes. Et je me rappelle, c'était sur mon deuxième combat. Je finis mon combat, tout se passe bien, je gagne, youpi, nickel. Je descends du ring, je me mets dans le vestiaire et là, le dos out. Quand je te dis out, c'est out. Mm. Derrière, arrêt maladie, tout le tintouin. Résultat des courses, bonne vieille hernie discale, atteinte sur la moelle épinière, la totale. Je me fais opérer 6 mois après. Et du coup, on me dit, même chose, vous pourrez plus être soignant, déjà. Parce que, voilà, votre dos, il peut pas. Et là, tu commences là-dessus. Et en fait, c'est le kiné qui m'a dit, mais en fait, tu t'es entraîné, mais comme une merde. T'as voulu faire comme Rocky, sauf que le problème, c'est que t'es pas dans un film. Mm. Et c'est, à cause de ces paroles aussi que, du coup, j'ai réussi à devenir coach, parce que je me suis dit, mais en fait, il y en a plein qui sont comme moi. Et qui font n'importe quoi. Et j'ai pas envie en fait que d'autres se blessent pour les mêmes erreurs que moi. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Des fois, la blessure, c'est ça qui nous permet de changer, de faire un Swift et de devenir encore meilleur. Mais moi, je fais de la préparation mentale et je suis formé sur différentes techniques en préparation mentale, dont une qui s'appelle la dépolarisation. Et, toi aussi, Pierre David, ouais, du coup? Pierre David, ouais. Nickel, Et moi donc aussi. moi, je suis dans un programme de dépolarisation et tout. Et tu sais, en fait, la première fois que je parlais à Pierre David dans mon podcast, et il m'a dit un truc. Et puis alors, je dis, putain, mais bam, espèce de truc là. Même pas besoin de faire la séance. D'un coup, l'élimination. Et c'est vrai que maintenant, je le sais avec le recul que le fait d'avoir raté mon marathon de Lyon a forgé ce qui s'est passé derrière. Mais je suis assez convaincu que si j'avais pas fait le marathon, si j'avais réussi à faire le marathon de Lyon, je n'aurais pas couru derrière. Parce que j'aurais atteint mon objectif de faire mon marathon et ça bouclait le truc en me disant, maintenant, c'est fait, j'ai plus rien à faire, etc. Là, en fait, ça m'a obligé je suis allé voir déjà un ostéo pour voir pourquoi j'étais blessé. Est-ce que je pourrais recourir dans 15 jours? Tu sais, moi, je vais voir l'ostéo, Thomas Laure-Blanchet à Clermont, le mec qui a été champion du monde de trail, j'arrive avec mes baskets et tout. Bonjour, je peux, voilà, j'ai ça et tout. Et il me dit, il dit ouais, bon, semaine 10 de préparation marathon, tout le monde craque comme ça. Ouais, je peux faire le marathon de Clermont qui est dans un mois? Il me dit, non. Comment ça, non? Il me dit, de toute façon, ça sert à rien. Ça fait 15 jours que tu cours pas. Faut te reprendre. Va là, change les baskets parce que t'as foulé, fais ça, parce que tu dois ça et tout. Tu vas courir 6 fois une minute. Tu te fous de moi là? Marcher et courir 6 fois une minute, alors que là, je peux entraîner pour un marathon, je faisais 50 bandes dans la semaine. Oui, t'inquiète pas. Et je dis, mais je pourrais faire quand une prochaine course? Il me dit, Noël. Et il me dit, tu vois la corrida de Saint-Sylvestre? Et peut-être avec un peu de chance, tu pourras prendre un dossard pour cette course-là. Et là, je regarde, je dis, putain, attends, on est le 8 octobre. Au 10 octobre, je devais faire le marathon le week-end d'avant, tu vois, et tout. Périostite, blessure, tu vois, je pouvais plus marcher, j'aurais plus à marcher. Et là, tu vois, de repenser à ça, en fait, de me dire, mais quels ont été tous les bénéfices de cette blessure, de ce moment-là? Et c'est là où la dépolarisation rentre en jeu. Et quels ont été finalement tous les bénéfices? Quels ont été les désavantages de le faire? Et quels ont été les désavantages de faire la course? Tu vois, et quand tu reconstruis tout ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est cool que je l'ai pas faite parce que derrière, j'ai appris à courir différemment. J'ai appris la course minimaliste. J'ai appris les bonus de la marche, l'alternance course-marche. J'ai appris ce que c'était la blessure, de reprendre après la blessure. J'ai appris à faire du renforcement musculaire, les bénéfices du renforcement musculaire, renforcer mes pieds,
J'ai appris aussi qu'il fallait que je fasse une pré-préparation physique avant de faire ma préparation marathon, que courir une fois par semaine, ça suffisait pas quand d'un coup tu passes à 3 fois ou 4 fois par semaine pour préparer un marathon. J'ai appris à dire, tu vois, dans ma blessure, il y a une partie psychologique aussi, qui était, il y avait toute l'organisation qui allait pas, tu vois, il y a plein de trucs qui collaient pas. Et donc, pour la preuve d'ailleurs, c'est que ma périostite, le lendemain du marathon de Lyon, j'ai plus mal. C'est-à-dire que jusqu'au marathon de Lyon, je refile mon dossard à quelqu'un 5 jours avant, tu vois, en disant je le fais pas. Le lendemain du marathon de Lyon, quand tout est fini, j'ai plus mal du tout, alors que 2 jours avant, je marchais pas. Donc, ça veut dire que mentalement, il y avait un coup de frein, tu vois, qui s'était mis, hop, un coup de frein à main qui a dit, là, je le sens pas, il y a un truc qui, tu vois, et ça venait de l'organisation. On n'arrivait pas à trouver un logement parce que ma fille avait 6 mois, tu vois. Je me disais, avec ma femme, c'est super galère, tu vois. On en revient sur la notion de l'environnement. Dire, au début, j'ai allé à Lyon tout seul, ma femme, elle s'inquiétait. On dit, bah, on va y aller en famille, ça fera un truc à 3, mais ma fille a 6 mois, il faut pouvoir la changer le matin, il faut pouvoir lui donner à manger, on sait pas à quelle heure finit le marathon. Tu vois, ça faisait toute une question de charge, c'était trop compliqué. Charge mentale. Ouais. Et en fait, il y a eu un gros coup de frein. Et après tout le reste, en fait, je dis, bah oui, sur l'organisation, il faut qu'on s'organise différemment, il faut que le marathon il soit ailleurs. Donc, tu vois, à Paris, je fais Paris, bah, l'avantage, c'est qu'il y a ma sœur. Donc, tu vois, tout un tas de trucs qui sont. Et en fait, tout le puzzle derrière, il s'est reconstitué, tu vois. La marche, l'alimentation, la récupération, pourquoi hop, le plan, il paraissait bien, mais en fait, il était pas bien. Pourquoi dans le plan, j'avais un truc, je vais faire 42 bornes le week-end, samedi, dimanche, sans récup, tu vois. Pourquoi? Est-ce que j'en ai besoin de faire? Pourquoi il y a ce week-end choc? Comment je récupère de ça, tu vois? Toutes les questions viennent en fait du fait que ça marche pas. Et donc, si je fais tous les avantages à ne pas l'avoir fait, ils sont énormes. Et si je fais tous les désavantages que j'aurais pu avoir si j'avais fait, je me dis punaise. Mais qu'est-ce que je ferais? Je ferais pas ça. Je sais que je ferais pas ça. Kilomètre 42 sera arrêté parce que j'ai lancé mon podcast Kilomètre 42 pour expliquer comment je fais ma préparation marathon. La préparation marathon s'arrête, il n'y a plus de marathon. Donc, je reprends derrière avec le nouveau marathon. Mais si j'avais réussi mon marathon, j'aurais dit, bah, ça y est, c'est fini. Kilomètre 42, j'ai réussi mon truc. Hop, on n'en parle plus. Je reprends mes activités classiques. Et en fait, c'est même pas une question que il faut un truc, un événement comme ça et tout. C'est qu'en fait, on se rend compte à un moment donné que il y a des avantages et des désavantages à toutes les situations, mais que c'est le regard qu'on porte dessus qui va faire qu'on rebondit ou qu'on rebondit pas. Voilà. Et c'est ça le truc. Mais j'ai mis très longtemps à le comprendre. Maintenant que toi, je le comprends mieux maintenant. Bah, la dépolarisation, pour le coup, alors moi je me suis formé en préparation mentale, j'ai pris le switch inverse, j'ai commencé par l'hypnose, après la PNL, Mm. et j'ai découvert la dépolarisation un peu après, et moi je m'en sers énormément pour mes coachings. Et quand la première fois tu expliques à une femme, bah, il m'arrive ça, il m'arrive ça, d'accord, mais c'est quoi, toi, tous tes avantages à rester dans ta situation au jour d'aujourd'hui? Elle me regarde avec des yeux comme ça en me disant, non, Mm. mais si tu me fais faire ça, mais j'aurais pas envie de continuer. Je dis, crois-moi, crois-moi, quand tu auras fait ça, soit Mm. tu n'auras pas envie et c'est que ça sera pas ton objectif, soit crois-moi, tu seras encore 2 fois plus déterminé. Et c'est vrai que c'est radical. Et il y a des prises de conscience qui se font à partir de là qui sont vraiment géniales. Donc, ouais, Pierre David, cette formation, elle est vraiment game changer. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mm. La, la marche, ça c'est un truc, j'en ai beaucoup. Là, nous, on est à petite échelle. J'ai commencé avec Clermont-Rose l'année dernière. On était 5 ou 6 à le faire. Sur 5 ou 6, on était 2 à le faire en courant. Les autres étaient en train de le faire en marchant. Mm. Elles ont passé la ligne d'arrivée de Clermont-Rose. Elles m'ont toutes regardé en me disant, l'année prochaine, on le fait en courant. Mm. Là, du coup, on a dit, fouet, on y va. Là, cette année, j'ai fait une ligne d'inscription là. On est 18 à s'inscrire dans mon accompagnement. Donc, je suis ravi. Dont 4, on va le faire en chronométré, dont une de mon accompagnement qui fait 105 kilos. Mm. Et elle a dit, mais je vais le faire en chronométré, je vais y arriver. Là, on a réussi à valider ces 5 km, c'est génial. Et typiquement, en fait, quand tu discutes avec des personnes comme ça, au début, on a toujours la même chose. Oui, je suis pas capable de courir, j'aime pas courir, tout simplement parce que moi, je peux pas courir, par exemple, 2 km d'affilée ou 1 km d'affilée. Mm. Je suis obligé de marcher. Et donc, du coup, vu que je marche, c'est pas de la course. Donc, du coup, pourquoi commencer? Et j'ai beau leur expliquer en travers que moi, c'était pareil. Toi aussi, avec tes mots, toi, qu'est-ce que tu dirais, parce que je sais qu'on a souvent parlé, le fait de courir et marcher, c'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? Alors,
Moi, je suis resté pendant longtemps sur l'histoire que t'as pas le droit de courir, t'as pas le droit de marcher quand tu cours. Là, c'est l'épreuve de gym. T'as zéro, si tu veux bonne note au bac, tu fais Zéro tes, impact. tu fais tes 20 minutes, tu dois pas marcher, tu dois courir, tu dois faire le temps le plus précis possible. J'ai encore entendu, il y a pas longtemps, dans des écoles primaires, où les profs de PS disent aux enfants, quand tu cours, tu ne marches pas. Bon, ça, c'est l'éducation globale qui a été reçue et qui est renforcée en plus par certains messages d'athlètes de très haut niveau et d'athlètes j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux, quelqu'un qui dit, si tu prépares un marathon, la marche ne fait pas partie de la préparation d'un marathon. Ça, c'est leur point de vue. Mais c'est un point de vue d'athlète. C'est-à-dire un mec qui a toujours couru de sa vie et qui ne connaît pas ce que c'est qu'être un débutant âgé. Parce que débutant jeune en un club d'athlètes, c'est un truc totalement différent d'un débutant âgé à 40 berges. Quand t'es Et surtout en débutant à surpoids. 8 ans, t'es pas débutant, hein, t'es une pile Voilà. électrique. Donc, Voilà. marche pas. Donc, tu as de l'énergie, etc. Donc ça, c'est... et puis, tu as des trucs, tu sais, l'auteur japonais dont j'arrive jamais à dire le nom, tu sais, autobiographie d'un coureur de fond, là, Murasaki. Voilà, si, j'ai réussi à le dire. Il dit que son épitaphe sur son truc de mort, ça sera le coureur qui ne marche jamais. Tu vois, donc, si tu as lu ce bouquin en tant que coureur, moi, c'est en audio un jour, Non, mais un peu lu, ouais. je me suis arrêté, j'ai marché. Tu vois, quand j'entends ce truc, bon. Mais ça, c'est le message de la discipline, tu vois, de la discipline ultime, etc. Ça, c'est tout ce que tu entends partout. Et puis, quand tu cours, tu vois tous ces gens qui courent, qui ont l'air bien, qui ont le sourire, qui sont... Tu vois, moi, je l'ai vécu. Je les ai vus faire. Je me suis dit, je vais faire comme eux. Et ensuite, derrière, tu as la réalité. Et la réalité, c'est que si tu as du surpoids ou pas, parce que tu peux être à ton poids dit idéal, poids d'équilibre, poids de forme. Ouais. Moi, j'aime pas le poids de forme, je parlerais plutôt de poids d'équilibre. Tu peux être à ton poids d'équilibre. Si tu es sédentaire, je rappelle que sédentaire, c'est à partir de 7 heures par jour assis ou couché, en dehors du sommeil. Donc quasiment tout le monde. Tu es sédentaire, tu marches pas, tu fais pas de sport. D'un coup, tu te dis, et tu fais ça depuis 10 ou 15 ans, et là, tu te dis, je vais courir. Il y a un moment donné dans ta tête, il y a un truc qui surveille tous les trucs, et puis il y a ton cœur qui, d'un coup, il va passer de 90 pulsations ou 100 pulsations à la minute, habituelle, à d'un coup, À 200. j'essaie de monter, mais j'arrive pas. Il me faudrait encore plus. Putain, on peut pas monter à 250 ou 300? Non, tu ne peux pas. Il sait pas monter plus haut. Donc, et pourtant, tu as besoin d'air, tu as besoin d'oxygène. Tout ton corps, il est il est en train de cramer, il est en train de brûler, il est en train de... Et en fait, c'est totalement normal. Parce que ton corps, tout le monde sait courir à la base. Tout le monde sait courir à la base. Tout le monde a couru quand il était gamin. Mais j'ai vu une stat il y a pas longtemps disant que les gens qui font un sprint, passé l'âge de 30 ans, c'est quasiment 0% des gens, passé l'âge de 20 ans ou 30 ans, font des sprints. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait un sprint? J'ai beau calculer. Moi, je peux te dire, je fais des sprints toutes les semaines en entraînement parce que Voilà. je veux regagner ma vitesse, parce que j'ai besoin de ça, parce que je sais que j'ai besoin de ça. J'ai mis du temps à venir un sprint, hein, mais je fais du sprint toutes les semaines, j'en fais. Mais même les gens qui courent après le bus ou après le truc, ils font pas vraiment un sprint. Ils vont essayer d'accélérer pour attraper le bus ou je sais pas quoi. Ils vont faire ça pendant 100 mètres, 50, 25 mètres pour attraper. Et puis, un peu plus, putain, je suis mort et tout. Parce que, en fait, tout notre corps a totalement perdu la capacité de courir. Il s'est désadapté. Tu cours pas, tu ne sais plus courir. C'est même pas une question de physique, de déplacement des jambes ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui, c'est dans la mémoire de ton corps, le mouvement est présent, mais tes muscles ne savent plus le faire, tes tendons ne savent plus le faire, tes pieds ne savent plus le faire, ton cœur ne sait plus le faire, ton système cardiovasculaire ne sait plus le faire, et ton cerveau, qui veut juste ton bien et t'assurer que tu sois capable de vivre encore une minute de plus à chaque seconde, il dit, là tout de suite, est-ce que tu es capable de vivre si tu continues à faire ça? Il va dire, moi je pense que tu es mort. Si tu continues à faire ça, je pense que tu meurs. Donc tu ne vas pas le faire. Et donc je vais t'arrêter. Et donc je mets le frein à main. Le frein à main, c'est j'en peux plus, ou c'est j'ai mal. Mais il y a un frein à main qui va s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir de là, tu reposes les choses sur la base et tu te dis, si je marche, je n'ai pas un prof qui va me gueuler dessus en me disant, tu n'as pas le droit de marcher, tu dois courir. Et ça va, je suis adulte. Bon. Deuxièmement, qui c'est qui va me le dire? C'est mon ego.
Et là, c'est une question très difficile. Tu vois les gens courir, et déjà, je pense qu'il y a un grand truc, et je pense, parce que moi, j'ai eu ce cas, moi, je l'ai un peu moins vécu, mais je pense que pour les femmes, c'est encore pire. Il y a l'aspect physique. À quoi on ressemble. Moi, je connais des femmes qui ne courent qu'en legging, qui ne veulent pas mettre de short pour des questions de cellulite, pour des questions de cuisses qui se touchent, de poids, de trucs. Je connais des gens et des hommes aussi comme des femmes qui se cachaient pour courir au début parce ils voulaient pas qu'on les voit en tenue de sport ou en tenue de cycliste. Hein. J'ai en tête quelqu'un, j'ai dans mon podcast, qui a perdu beaucoup de poids, qui la première fois qu'il a fait du vélo n'osait pas se mettre en tenue de vélo, donc il s'est caché. J'ai une invitée qui au début se cachait pour courir, tu vois, et maintenant elle court en brassière dans les rues. Sauf que quand toi t'es dans la rue à Lyon et tu vois passer cette fille en brassière, tu te dis j'ai envie de faire comme elle. Sauf que elle court depuis 10 ans en fait, tu vois le truc. Donc tu peux pas être comme elle. Et donc déjà tu as un premier exploit, c'est de dire je vais courir dans la tête. Deuxième, je me mets en tenue et je m'affiche aux gens, etc. Déjà, hop. Et donc, tu as tout ça. Et mais ton ego va te dire, maintenant que j'ai fait tout ça, bien sûr que je vais courir. Je suis un coureur, j'ai envie de courir, moi, je veux courir. Et là, tu es rattrapé par ton corps. Donc, ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut se rappeler que l'ego, c'est juste un petit chien dans ta tête, qui peut être un loup, qui peut être un lion, et qui, à un moment donné, il est juste là pour mordre. Il va te mordre en te disant, je voudrais bien que tu fasses ça ou autrement. Pardon. En fait, pour l'ego, je crois que le truc qu'il faut se rappeler, c'est que l'ego, en fait, c'est juste une projection de qui on est, qui on voudrait être, et une comparaison avec qui on est. En fait, on dit toujours qu'on se compare aux autres, mais on se compare toujours à sa version idéalisée. Moi, j'aime bien la notion alors c'est un auteur américain qui parle d'écart et de gain. Pardon. La notion d'écart et de gain, c'est quoi? C'est de dire que si tu vis dans l'écart par rapport à ce que tu rêves d'être, tu es toujours malheureux. Tu désires un truc, tu désires, tu es malheureux. Parce que oui, moi, personnellement, j'aimerais avoir des abdos. J'aimerais avoir des bras. Comme ça, j'aimerais être Robert, tu vois, 50 berges, j'aimerais être Robert, des abdos, des trucs dessinés. Que tu vois, sur la plage, quand je me regarde mon corps, je dis, putain. Sauf que je suis pas là-dedans, mais si je suis que dans le truc, l'écart d'être là-dedans, je serais malheureux. Par contre, qu'est-ce que je vais gagner à marcher un peu? Bah déjà, je vais marcher, je vais me déplacer, je vais plus être sédentaire. Donc je vais commencer à bouger. Je vais sentir que mes jambes refonctionnent un peu différemment. Je vais me rendre compte que je peux me déplacer, que je peux prendre la lumière, que ça me fait du bien. Parce que quand tu commences à marcher, tes hormones du bonheur, elles commencent à circuler. Ça commence à fonctionner. Tes pires commencent à fonctionner. Tu prends des escaliers. La première fois, j'en peux plus de prendre des escaliers. Ben, monte des escaliers tous les jours en marchant. Tu vas te rendre compte que tes escaliers, tu les montes plus facilement. Moi, je l'ai fait faire à quelqu'un en coaching, il me croyait pas. Je dis, écoute, tu marches tous les matins, mais maintenant, tu prends les escaliers quand même. Un mois après, les escaliers, il est monté facilement, il s'est mis au vélo. Il s'est rendu compte du bonheur de faire du vélo. Tu dis, mais il me dit, oh punaise, c'est incroyable. J'ai plus envie de rester chez moi assis sur mon fauteuil, j'ai envie d'aller prendre l'air et tout. Donc tout ça, tu vas l'acquérir. Mais si tu te restes dans le truc, je vais courir, je fais 2 minutes de course, je suis mort, j'arrête. Tu peux pas l'avoir, tu peux pas gagner tout ça. Le seul moyen de gagner tout ça, c'est de passer sur une phase d'adaptation. Et la phase d'adaptation, c'est je commence à marcher, je prends du plaisir par marcher, explorer, aller voir des trucs que je connais pas, etc. Et petit à petit, je peux introduire de la course. Et la course, bah oui, tu vas courir une fois, une minute, 2 fois 2 minutes, une fois 2 minutes, 6 fois 1 minute, etc. Et petit à petit, en fait, tu vas te rendre compte que ça va devenir plus facile de courir. À partir du moment où c'est plus facile de courir, tu pourras courir un peu plus. Mais même quand tu cours plus, la marche reste non pas un plan B dans le cas où ça va pas, mais un plan de, moi, ce que j'appelle le plan A. Et le plan A, c'est quoi? C'est une option pour être plus rapide, une option pour faire plus de chemin, une option pour être plus longtemps dehors, et peut-être une option pour faire les courses que tu penses, que tu as envie de faire, mais que tu ne penses pas être capable de faire. On en revient sur ton histoire de 5 km. Je me sens pas capable de courir 5 km, mais je sais que je suis capable de courir 4. Et ben, le dernier kilomètre, tu peux le faire en marchant. Ou alors, tu peux faire comme moi, j'ai fait l'an dernier à la course tâche. Moi, l'an dernier à la course tâche, je me présente, je dis, putain, faire le 10 km. Bon, le 5 km pour être chronométré, mon ego, il dit, non, tu vas te mettre sur le 10 km chronométré, mon gars. Ça, c'est mon ego. Oui, mais je suis pas capable tu vois, j'étais totalement HS. Et les gens, je pense que c'est un message important parce qu'à l'époque, je courais tous les jours. Ça faisait 2 ans que je courais tous les jours. Et j'arrive au 10 km de la course tâche, je dis, je suis pas capable de courir 10 km parce que physiquement, mon corps ne tient pas. J'étais en épuisement total, etc. et tout.
Et donc, j'y arriverai pas. Et ça vient pas de la course tous les jours, hein, ça vient de, je dormais pas, je mangeais pas comme il fallait, etc. Et ce jour-là, je me dis, bah, je vais le faire en alternance course-marche. Comme j'ai dit aux gens dans mon podcast et tout, tu vois. Et où tu vois, les challenges marathon pour tous aussi, j'avais fait un peu le même truc. J'avais dit, il fallait faire 10 km en 50 minutes. Je suis pas capable de les faire en courant parce que je serais épuisé trop vite, je vais me fatiguer. Mais par contre, si je fais de l'alternance course-marche, je suis capable de les faire. Et j'ai prouvé que j'étais capable de le faire. Et là, sur la course tâche, exactement pareil. J'ai fait le premier kilomètre en courant, le deuxième kilomètre en courant un peu moins vite. Et à partir du troisième kilomètre, tous les 100 mètres, je faisais 900 mètres en courant, 100 mètres de marche, 900 mètres en courant, 100 mètres de marche. Et dernier kilomètre en courant, une fois que la dernière petite côte était passée, dernier kilomètre en courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je participe à, j'ai l'ambiance de la course au départ, ça court, je suis dans l'euphorie, je me prends pour un champion. Mon cardio monte, je marche, ça baisse mon cardio, je respire plus facilement, je transpire différemment, je récupère, je peux même boire un coup, manger un coup, etc. Hop, je fais ça, je gagne de la vitesse, je hop, et à la fin, je termine en courant, donc j'ai le plaisir de terminer en courant. Et ben, franchement, tu fais une course comme ça, une fois, tu te dis, punaise, mais c'est top quand même, parce que même si je l'ai pas fait 100% en courant, en fait, les autres à côté de moi, ils en ont rien à faire. Personne n'en a rien à faire. Il y a personne qui va venir me dire quoi que ce soit. Et moi, en fait, j'ai pris mon plaisir parce que j'ai couru au départ. Je me suis pris pour un champion. Je passe la ligne d'arrivée en champion à la fin. Donc, je suis champion de mon monde, champion du monde de mon monde. C'est le concept de ça. Et en même temps, j'ai trouvé la meilleure stratégie pour arriver au bout. Et je vais même te dire un truc. Et là, c'est l'argument. Alors là, et quand je leur dis ça aux gens, j'ai battu l'an dernier mon record sur semi-marathon en marchant 3 fois. C'est-à-dire que je me présente au semi-marathon de Vichy. J'avais fait le semi-marathon de Vichy dans ma préparation du marathon de Paris en 2019, t'as qu'à voir. Et j'avais un temps. Et là, alors l'ego, là, moi, je suis un ego un peu à la con, hein. Là-dessus, je sais que j'ai un ego, tu sais, ego trop élevé, mais confiance en moi un peu basse. Donc, tu sais, c'est l'écart de la mort. Ça fait un delta, ouais. Ouais, c'est l'écart le pire à gérer. Et donc, ce jour-là, je regarde ma montre, et ma montre, elle m'annonce une prédiction de course, genre 1h52, je crois. Tu vois, un truc comme ça. Et par rapport à mon record et tout, je dis, putain, franchement, montre, tu déconnes, là. Coros, tu sais, c'est mon courage, je dis 1h52, 1h56. Et puis, je discute, un autre gars, tu sais, sur Instagram, il avait dit, ouais, mais moi, je vais au semi-marathon de Vichy, je veux être tel temps, tu vois, tout. Et donc, sur Instagram, j'ai dit, quel temps vous pensez que je vais faire? Il me dit, bon, tu vas mettre 2 heures, tu vas mettre ça et tout. Ah, moi, je prédis ça, puis la montre, elle me dit 1h52 ou 1h56. Putain, je dis, quand même, je dis, c'est un peu gonflé quand même là. Et tu vois, j'ai pas de préparation vitesse, tu vois, je le faisais comme ça, j'avais pas de préparation spécifique. Et j'ai dit, bon, comment je vais faire? Eh ben, je vais te dire, il y a des moments, je vais marcher. Tous les ravitaillements, je vais marcher. Donc, il y a 3 ravitaillements, 2 ravitaillements, je vais marcher. 3 ravitaillements, je crois. Je vais marcher. Et puis, là, il y a une petite côte là, pour passer le pont, tu sais, sur l'Allier. Et ben, si je le sens pas, plutôt que ça bombe, je ralentis, je marche. Et ben sur mon record, j'accélère de 5 ou 6 minutes mon record. Pourquoi? Parce que quand je cours plus vite. Et au lieu d'avoir un gros trou d'un coup, je me retrouve vraiment HS. Et ben en fait, le fait de marcher me permet de réduire mon rythme cardiaque, de réduire mon corps se réfrigère plus vite, enfin réfrigère entre guillemets, hein, se refroidit plus vite. Et je peux bien manger, je peux bien m'alimenter plutôt que de m'en foutre partout, etc. Et donc quand je cours, je suis capable de courir plus vite. Ma moyenne au kilométrage global est plus faible. Enfin, sur certains kilomètres, quand je marche, elle est plus faible. Mais par contre, ma moyenne globale est plus élevée. Et sur des kilomètres, je cours vraiment beaucoup plus vite que si j'avais couru 21 kilomètres en courant tout le temps. Et au départ, je vais même te dire un truc, c'est que je suis parti, mais vraiment comme un con. Mais vraiment en plus. Je pars, l'ambiance du truc. Tac, tac, tac. Oh, il y a un petit pont, faut passer le petit pont et tout avant tout à l'heure. Hop, à un moment, je regarde ma montre, 3 minutes 40 au kilomètre. Je dis, putain, mais 3 minutes 40 au kilomètre, mais ça va pas, mon gars? Si tu fais ça tu fais ça dans 10 bandes, t'es mort. Tu vois, 34 kilomètres. Moi, tu sais, ma course la plus rapide, c'est le 10 minutes, le 10 kilomètres, c'est genre 42, 43 minutes, tu vois. Et je regarde ma montre, je dis, attends, mon gars, là, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais dans ma tête, je sais que dans 2-3 kilomètres, s'il y a besoin, je vais ralentir, je vais stabiliser. Et à un moment donné, je vais marcher parce qu'il y a le ravitaillement et ça repartira et je repartirai sur une base stabilisée. Et ça, en fait, c'est une question de stratégie. Ceux qui font du trail,
Ils se posent pas la question de savoir s'ils vont marcher ou ils vont courir. En fait, les seuls qui se posent la question, c'est les débutants qui veulent absolument courir. C'est ceux qui font de la route, ceux qui sont la tête sur le chrono, qui veulent absolument faire ça. Et les débutants, ils sont influencés par ces gens qui voient autour d'eux, par ces gens qui les coachent, par ces gens qui courent tout le temps, par ces gens qui disent non, mais quand tu cours, tu marches pas. Marcher, c'est pas courir. J'ai même des gens, putain, des coachs qui disent mais marcher, c'est pas faire du sport. Mais quand tu es sédentaire, quand tu bouges pas du tout, mais bien sûr que marcher, c'est faire un sport. Moi, je connais des gens, quand ils vont marcher, ils ont le cardio, il est à 150. Et moi, 150, mon cardio, quand je cours tranquille, il est pas à 150. Hein, mais à une époque, il l'était. À une époque, il était. Je commençais à marcher, monter les escaliers, j'étais soufflé. Il montait, j'ai pas de monte cardio, il soufflait. Et puis, avec l'entraînement, ça a baissé. Un jour, mon médecin m'a dit un truc. Mon médecin voulait pas que je cours au début. Et ouais, vous êtes gros et tout. Courez pas trop quand même. Hein. Puis attention, le marathon, c'est trop long. Et un jour, après avoir mon marathon, elle me met sur la table, c'est pour contrôle. Avant, je la voyais tous les mois. Et puis à un moment, je suis allé la voir que tous les ans pour faire, tu sais, juste le certificat médical. Le certificat, une petite Ouais. analyse fait. Et elle me fait un petit ECG, elle me fait un petit truc comme ça, puis elle me met sur la table, elle me dit, putain, elle me dit, votre cardio, il est bas. Hein. Ah bon? Elle me dit, ça se voit que vous courez, hein, ça vous fait du bien de courir. Alors que elle, quelques temps avant, tu vois, elle me disait, attention, pas trop courir, hein, faut pas trop vous épuiser, faut pas trop vous fatiguer. Mais en fait, mon cardio, enfin, franchement, ce jour-là, il était à quoi? 40 au repos, tu vois. Et au repos sur sa table, et j'avais à l'avoir à 9h30, 10h, tu vois. Alors, je suis levé depuis 5h du matin. Donc, autant te dire, j'avais marché pour aller la voir et tout. Elle me pose sur la table, mon cardio, il fait tac, au repos. Elle me dit, putain, il est calme. Hein, et tout. Elle me dit, ça se voit que vous courez, ça vous fait du bien. Et tu sais, ça, c'est un truc. Moi, je suis resté en tête j'ai vu un reportage quand j'étais gamin qui comparait, alors il faut que je vérifie, une souris éléphant et un éléphant. Tu vois, il y a une souris éléphant qui a une trompe et un éléphant. Ils ont la même couleur. Il y en a un qui fait 1 cm et l'autre qui fait stop. Et en fait, la souris éléphant, elle a le cœur qui bat beaucoup plus vite et l'éléphant, le cœur qui bat beaucoup moins vite. C'est comme ça dans le règne animal. Et en fait, les deux animaux ne meurent pas au même âge, mais meurent au même nombre de battements cardiaques. Moi, dans ma tête, je suis câblé pour dire, en fait, nous mourrons tous au même nombre de rythmes, battements cardiaques, etc. Si on peut les économiser de temps, c'est mieux. La course permet de les économiser. La marche permet d'en économiser. Et la marche, elle te permet de dire, je suis pas capable de courir 10 km, mais je peux en faire 5 et marcher 5. Et ben, je suis capable de faire une balade de 10 km en alternance course-marche. Quand tu commences à faire des plus longues distances, tu es capable de le faire. T'as envie de courir plus longtemps, tu peux faire de l'alternance course-marche. Tu veux commencer à courir, fais de l'alternance course-marche. Tu veux commencer à courir, commence par marcher. Moi, j'ai un programme débutant. Les 6 premières semaines, les grands débutants, c'est de la marche. Et c'est que de la marche. Hein. Par contre, au bout d'un moment, c'est pas de la marche plan-plan, c'est on va accélérer un peu la marche, on va faire bouger les bras, on va mettre un peu des escaliers, on va faire des trucs comme ça. Mais quand tu pars de zéro, moi, tu sais, ma moyenne de pas, c'est 13 000 pas par jour sur l'année dernière. C'est ma moyenne de pas quotidienne, 13 000 pas par jour. Et je sais que si j'avais mon mode de vie à l'ancienne, parce que des fois, je le garde sur une journée, j'ai mon mode de vie à l'ancienne, ça peut arriver et tout. Je serais quoi à 1000, 2000 pas dans une journée. Je suis capable de faire une journée à 1000 ou 2000 pas. Hein. Je travaille à la maison, 15 marches d'escalier. Si ma fille est pas là, si je travaille toute la journée, si je suis devant l'ordinateur à faire des trucs, et encore j'ai un bureau assis debout, je peux ne faire que 1000 pas dans une journée. C'était mon rythme avant. De passer de 1000 pas à coureur, à un moment donné, il faut une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire, c'est la marche. Et le problème, c'est que dans la société, dans le culte de la performance, dans le culte du corps, dans le culte de les médailles, dans le culte de tout ce qu'on veut, la marche n'est pas considérée comme un sport, n'est pas considérée comme une activité, elle est considérée comme dégradante, elle est considérée comme une tricherie pour certains. J'ai des gens qui me disent, on a le droit de marcher sur une course? C'est pas tricher? Non, tu as le droit de marcher. Est-ce que dans le règlement, on a le droit de marcher? Et il y a même quelqu'un un jour, tu sais ce que j'étais obligé de faire? J'étais obligé d'aller dans le règlement du marathon de Paris pour montrer qu'il n'y avait aucune ligne du marathon. À un coach, je lui montrais ça. Je dis, trouve-moi la ligne du marathon qui dit que tu n'as pas le droit de marcher sur un marathon. Oui, si tu veux battre ton record, peut-être tu as intérêt à courir tout le temps. Mais ça dépend de ton niveau. Si tu cours le marathon en 5 heures, je suis sûr que tu peux courir le marathon plus rapidement en marchant parce qu'au lieu de t'épuiser, tu vas courir. Et au lieu de tu vas marcher, récupérer, courir, récupérer, courir, récupérer, courir, récupérer. Et ça a été prouvé sur des milliers de personnes. Il y a un coach américain,
euh, qui le prouve en fait. Il était athlète olympique et sa technique c'est run walk run. Et en fait, moi j'ai lu son bouquin, j'ai lu tous ses bouquins. Et c'est juste ça en fait. Et ça a été prouvé sur des centaines et des milliers de personnes que ça marche. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a qui restent bloqués dans leur pensée? Je pense qu'il y a des questions d'ego. Et puis juste des gens qui oublient que bah, c'est pas parce qu'ils sont des athlètes eux que tout le monde est un athlète et qu'à un moment donné il y a des escaliers et que nous on joue sur le long terme, on joue pas sur le court terme de juste faire un temps une fois. On joue sur le long terme d'être des vieillards galopants. Moi mon conseil c'est d'être un vieillard galopant. Donc pour être un vieillard galopant, faut pas courir une fois 10 km, il faut courir 1000 fois 1 km. Enfin, c'est vraiment très résumé. Hein. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et moi c'est beaucoup ça que j'inculque, le fait de perdre du poids, se remettre au sport, se remettre en forme. C'est bien beau, mais à un moment donné, en fait, c'est pas quelque chose qui est éphémère. C'est pas, tu vas faire un programme de 6 semaines, 12 semaines, 16 semaines, j'en sais plus quoi. Et après, en fait, tu reprends ta vie. Non, Mm. non. C'est ce que tu prends, tu dois le mettre en place tout le reste de ta vie si tu veux réussir à garder ces résultats-là tout le reste de ta vie. Et je trouve que, bah, dans ta manière d'apporter les choses, bah, tu as aussi un petit peu ce concept-là. Donc, merci beaucoup déjà pour tous ces partages-là. Euh, j'ai envie de dire, est-ce que toi, pour la fin, est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu as un dernier partage que tu voudrais faire? Une dernière chose que tu voudrais dire? On est tous les deux très bavards. Je suis sûr qu'on peut faire un Mm. podcast de 2 heures, mais on n'a pas 2 heures là tout de suite. Mais est-ce que pour la fin, toi, tu as un partage, un invité que tu aimerais que j'interviewe, ou toute autre chose que tu voudrais me dire? Alors moi, il y a un truc que je voudrais dire aux gens, c'est que on parle beaucoup de courir, mais qu'il y a un truc qui est encore plus important. Enfin, pas plus important. L'endurance, pour moi, ça fait partie des qualités. On en a besoin. On a besoin d'être endurant. T'as besoin de tout, etc. T'as besoin Un de ça. socle. C'est un socle. Mais il y a un deuxième socle, c'est le muscle. Et que si on se concentre que sur l'endurance et qu'on se concentre que sur la perte de poids, on se rend pas compte qu'on perd du muscle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait travailler son muscle, mais quand on perd du poids, je veux dire, moi j'ai perdu 27 kilos, donc je pense que quand de mes 27 kilos que j'ai perdu, je sais que j'ai perdu de la graisse. J'ai même perdu mon alliance. T'as qu'à voir. J'ai perdu mon alliance. Hein. Tout est parti, tout a fondu, etc. Mais je sais aussi qu'il y a une grosse quantité de muscle qui est partie et que cette grosse quantité de muscle qui est partie, en fait, elle est problématique. Et les gens se concentrent beaucoup sur la course en disant la course va me permettre de perdre du poids. Et je pense que c'est une stratégie en fait qui est trop compliquée et que se dire je cours pour perdre du poids ne fonctionne pas. Et les gens pourtant quand ils me voient, ils sont persuadés que j'ai perdu du poids en courant. Et en fait, j'ai d'abord perdu du poids en mangeant différemment, ce qui ne veut pas dire manger moins, mais manger différemment. Et je pense que mes assiettes étaient plus grosses, mais différemment équilibrées. Ça, c'est un premier point. Et je pense aussi que, et ça, j'ai mis trop longtemps à me rendre compte, que tu vois, je t'ai parlé de Robert, le coach. Ouais. Fitness, enfin, fitboxing, HIIT, piscine. Bon, il y a de l'endurance, il y a de la course aussi. Il y avait l'endurance, mais il y avait aussi des squats, il y avait aussi Du des renfort, fentes, des muscles. il y avait du renfort, des abdos, de la muscu. Tous les matins, je faisais mes 7 minutes. J'ai fait des pompes, j'ai fait tout un tas de trucs comme ça. Et à un moment donné, je me suis tellement concentré sur la course à pied, puis après sur le vélo, que ça, tu vois, l'an dernier, je faisais 16 heures de sport et je faisais 10 minutes de renfort. Mais tu vois, je faisais 10 heures de vélo, 6 heures de course. Il y a un jour, j'ai fait un triathlon dans mon coin, tu vois, un triathlon, tu vois, avec un format 60 bornes de vélo, 6 km de course, de la natation à côté et tout. Et tu vois, et zéro de renfort. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu es dans cette réflexion-là, ton corps, il va s'adapter. On voit les morphologies de coureurs, ils sont super fins et tout. Et là, j'ai envie de dire aux gens, ne regardez pas les morphologies de coureurs que vous voyez aux Jeux Olympiques, Paralympiques, ceux qui font des trucs longue distance là, les marathoniens, parce que ils ont un fonctionnement particulier. Les trailers, ils sont fins comme ça. Ils font du renfort. Hein. Le pire, c'est qu'ils font beaucoup de renfort. Mais la course Oui. est un sport de rapport poids-puissance. Donc, soit il y a un truc, il y a poids-puissance, il y a deux équations. Tu dis, je perds du poids, je gagne en puissance. Le truc, souvent, c'est que notre corps, quand on n'y fait pas gaffe, eh ben, il va essayer de perdre du poids et le poids, on va le perdre par le muscle. Le problème, c'est que le muscle, c'est ce qui nous permet de bien vieillir, c'est ce qui nous permet d'être protecteur.
C'est ce qui nous permet de garder l'équilibre quand on va vieillir. C'est ce qui nous permet de garder notre faculté mentale. C'est ce qui nous permet de porter nos enfants quand on va au jeu. C'est ce qui nous permet de porter nos courses. C'est ce qui nous permet de porter nos petits-enfants plus tard quand on s'en va avec papy. Et ça, si vous en voulez pas, vous en foutez à long terme, et ben à court terme, dites-vous que c'est ce qui vous permet d'équilibrer votre poids sans y penser, parce que le muscle, il dépense de l'énergie, même dans le canapé. Donc, l'intérêt, en fait, n'est pas de dire je vais faire des heures et des heures de course à pied, de marche, de course à pied pour perdre du poids et tout. Il faut mieux remplacer certaines de ces heures-là par du renforcement, de la musculation. Vous pouvez le faire à la maison. Moi, des programmes, des exercices, je les fais, je prends des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, tu soulèves 50 fois des bouteilles d'eau d'1,5 kg. À la fin, il y a un moment donné, tu vas dire, je n'y arrive plus. Ah, ton corps va dire, on va trouver le moyen d'y arriver la prochaine fois, mon gars. Et tu recommences. Voilà. Tu fais des squats. Ça, Tu sais, le truc en plus, le squat, les gens se rendent pas compte. Ah, squat, c'est con et tout. Ouais, sauf qu'un squat, si tu y réfléchis bien, bah, quand tu te lèves de ta chaise de bureau, bah, tu fais un squat. Quand tu te lèves de ton canapé, tu fais un squat. Y a un test qu'on fait chez les papis et mamies, c'est de leur demander s'ils sont capables de se lever 10 fois d'un fauteuil. C'est un test. Debout, ouais. Ouais. Et ben, il y a des gens, tu te rends compte qu'à 40 ans, ils sont pas capables de le faire sans utiliser leurs mains. Ils sont obligés de s'appuyer sur leurs mains et tout. Et ça veut dire qu'en fait, tu manques de muscles. Tu manques de muscles. Et le manquer de muscles, à long terme, déjà à court terme, il est problématique sur ton métabolisme et ta forme. Et à long terme, il est problématique sur les maladies, sur la santé, sur ta capacité à bien vieillir, sur l'équilibre. On disait, les mamies, elles se cassent le col du fémur et finissent en chaise roulante. Ma grand-mère, c'est ce qui s'est passé. Mais ma grand-mère, j'ai le souvenir de quelqu'un. Ma mère m'a dit toujours, ouais, que la ménopause, on a les os en verre. Oui, elle avait les os en verre, mais aucun muscle autour. Surtout. C'est ça. Elle avait fondu. Quand je vois les personnes âgées qui sont tout flasques, qui n'ont plus rien et tout, la sarcopénie, moi je lui dis attention. Donc, pour ça que le message de fin, c'est de dire, regardez quelles sont les conditions pour prendre du muscle. Et les conditions pour prendre du muscle, ce n'est pas que de courir, c'est pas juste d'attendre que ça vienne. Il faut faire des exercices qui permettent de développer du muscle. Donc, soulever du poids. Vous ne deviendrez jamais Schwarzenegger en soulevant du poids. Vous pouvez y aller, soulever énormément de poids, très très lourd. Deux exemples où on est là. Tu peux y aller bien. Et il y a un facteur qui te permet de développer du muscle et qui te permettra de courir aussi et qui permettra de tout faire. C'est de penser à ton équilibre de vie et penser que pour prendre du muscle, il faut manger suffisamment de protéines. Et là, je pense que quasiment tout le monde en France ne mange pas assez de protéines. Et ça, c'est un truc. Et moi, le premier, moi, je me complémente parce que je mange pas assez de protéines par mon alimentation. Donc, je prends des protéines en poudre. Et ça, je m'en suis rendu compte. Alors, tu vois, je faisais du sport. À un moment donné, je me suis dit, mais il faut 2 fois plus de protéines, mon gars, là, pour que tu arrives à avoir ton quota. Donc, il faut bien manger, il faut dormir. Tu vois, à un moment donné, et on revient sur mon truc Sam, tu sais, sommeil, bien dormir, bien manger, bouger, porter du poids, courir aussi et marcher aussi. Et quand tu fais cet ensemble-là, à un moment donné, ton poids, bizarrement, peut-être qu'il n'a pas bougé parce que ton gras va partir, ton muscle va grossir, va se développer. Recomposition corporelle, ouais. Recomposition corporelle. Et puis ta faim, tu vas te rendre compte que tu peux manger plus sans prendre de poids. Tu vas te rendre compte que tu te sens mieux. Tu vas te rendre compte que dans ta tête, t'es mieux. Tu vas te rendre compte que monter les escaliers, ça devient facile, que porter un sac à dos devient facile. Tu peux rester debout à un spectacle, à un concert. Tout ça. Et j'ai envie de dire, c'est juste la manière de bien vieillir, de rester jeune le plus longtemps possible. C'est exactement ça. Mais ne faites pas que du cardio. Faites aussi une manière de porter du poids. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport. Hein. Franchement, on peut faire à la maison, on peut faire des squats, des fentes. Moi, j'ai fait un exercice et tu te lèves 10 fois du canapé. Si c'est trop facile, tu prends des bouteilles d'eau ou un gros dico. J'ai un gros livre à la maison et ça fait rigoler l'auteur. Un gros livre, il fait 1000 pages. Je dis, tu prends ça, hop, tu montes dessus, tu descends, tu montes, ça te fait 2 kilos de lest. Et sans que ça paraisse, rien que ça déjà, tu travailles et tu développes ton muscle. Et à partir de là, écoute, tu te sens mieux. Et le pire, c'est que tu arriveras mieux à courir après. Donc, tu seras même plus performant et tout. Moi, les perfs en course se sont améliorés, même les perfs de mes coachs se sont améliorés quand en fait elles ont compris que le cardio était bien, mais que le renfort était vraiment essentiel parce que tu développes ton métabolisme, au moins tu limites la perte de ce métabolisme-là, et en plus tu renforces même tout ce qui est structure tendineuse, articulaire et autres pour éviter de te faire mal. Donc, pour le coup, très très bon mot de la fin et très très bon rappel. Le cardio c'est bien, oui, ça muscle le cœur, mais par contre le renforcement musculaire est important et est impératif aussi
pour pouvoir avoir, on va dire, une santé globale qui est optimale. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Écoute, tant mieux, si ça te va. Moi, perso, ça me va très bien. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour discuter avec moi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je t'en parle pas plus. Un grand merci de nouveau et au plaisir pour le coup de te revoir. Eh ben écoute, c'est un vrai, vrai grand plaisir. Tu sais, moi, j'adore parler de ces sujets-là. Comme tu as dit, je suis très bavard. J'ai un de tes collègues un jour qui m'a invité. Je l'ai croisé sur une autre formation dans le même genre et on a fait 2h40. Alors, dur, comme quoi. Et non, je pense que c'est un sujet qui est inépuisable ou presque inépuisable. Et, et je crois que c'est un grand sujet de la société qui est important et qu'il y a vraiment des trucs à faire, mais que les gens qui, tu vois, qui ont décidé de prendre la petite rivière sur le côté, t'apprends énormément de choses. Et puis un jour, tu te rends compte que tu te dis, oh, putain, mais ça paraît c'est tellement évident, mais pourquoi on m'a pas expliqué avant? Et tu vois, et c'est ça que que j'essaye d'inculquer à ma fille. Écoute, des fois, je peux te paraître pénible en disant de pas manger trop de sucre, ou pas faire ça, ça et ça. Mais je crois quand même que je pense que c'est pour ton bien et que tu t'en rends pas compte, mais que c'est pour ton bien et je t'aime de tout mon cœur et je fais ça pour ton bien. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet inépuisable parce qu'après, tu peux, tu te rends compte après ton entourage, tu te dis, oh putain, mais après tu t'énerves avec eux, faut pas. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère en parler avec toi en podcast. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et à la grande différence de certains, des fois, qui en parlent de matière marketing, on a vécu ça, on a vécu les débuts, on a vécu le parcours. Et pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on en parle peut-être avec passion, parce que on l'a vécu nous aussi. Et on a un peu quoi, pour mission à cœur d'essayer de faire avancer d'autres personnes. Donc c'est vraiment cool. Super. Eh ben, écoute, en tout cas, c'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Yes. Et n'hésite pas si tu veux qu'on en rediscute un jour d'un autre sujet sur notre thématique, ça sera avec plaisir. Un créneau encore un peu plus long. Avec plaisir. Peut-être pour le coup, on est tous les deux de la région, donc peut-être en présentiel pour une prochaine fois. Mais merci beaucoup à toi. Je te souhaite une belle journée et continue comme ça. Encore merci Bertrand pour cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et discuter ensemble. J'espère que cette interview vous a plu, à vous. Et surtout, j'espère que vous allez en tirer un maximum de choses sur le fait de passer à l'action, sur le fait de prendre des petites habitudes pour pouvoir avancer et surtout d'apprendre tout simplement à accepter de marcher par moment quand on veut aller loin plutôt que ne faire que courir. Parce que par moment, comme Bertrand l'a si bien démontré pour le coup, et par moment, si on accepte de marcher un tout petit peu de temps en temps, on va plus loin, plus vite et beaucoup mieux. Donc, à toi de jouer. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve dès la semaine prochaine. N'oublie pas, arrête d'enfiler des perles.